Aquaba, bienvenue ici à la salle Nyangouran-Porquet du Palais de la Culture de Trècheville qui accueille dans le cadre des 8e Jeux de la francophonie la finale du conte et des conteurs. Et voici, pour commencer, la représentante du Liban. Elle s'appelle Sabine Chouker. Elle nous présente les histoires de bateaux gonflables. Je suis libanaise et j'ai grandi durant la guerre civile qui a ravagé mon pays. Donc je sais ce que ces gens endurent. Quand des réfugiés de Syrie, un pays voisin au mien, ont commencé à débarquer à Lesbos, j'ai fait mes bagages. J'y ai mis mon arsenal de clowns, vous savez, les nez rouges, les chaussettes colorées, les bulles de savon, les cerceaux, les dents drôles, les casous et ma robe dorée couverte de paillettes. À l'aéroport d'Athènes, j'ai retrouvé 3 de mes collègues clowns et tous les 4, on a embarqué dans un minuscule avion destination Lesbos pour offrir un peu de joie à ces gens qui y vivaient ces conditions terribles. Lesbos, si vous ne connaissez pas, eh bien c'est l'une des plus belles destinations pour des vacances colorées. L'île est petite, ses habitants sont accueillants, on y mange merveilleusement frais et où que l'on regarde, le paysage est pittoresque. Les jours qui ont suivi le naufrage, Lesbos était très triste. Tous ceux qu'on rencontrait avaient des larmes aux yeux. Alors nous autres clowns, nous avions du boulot sur la planche. Tous les soirs, tous les jours, on faisait le tour des environs en voiture à la recherche des réfugiés pour les amuser et jouer avec eux. Je vous assure, c'était comme ça les routes. Hein. Un jour, on jouait dans un des camps des réfugiés. Et au moment où je regardais un petit enfant de 10 ans, un hélicoptère est passé au-dessus de nous en rugissant. Jusque-là, l'enfant passait un très beau moment à regarder le spectacle. Mais quand il a entendu le rugissement dans le ciel, juste à cet instant, son monde s'est écroulé. Son sourire s'est effacé pour faire place à un masque de terreur. Il a même essayé de mettre à terre 2 autres gamins qui étaient assis à côté de lui pour les protéger. Et il a crié « Un hélicoptère, cachez-vous, cachez-vous !» Je ne sais pas s'il connaissait ces 2 gamins, mais il était certain qu'il a suffi de ça pour que ce garçon se rappelle tous les hélicoptères qui ont largué des bombes à côté de sa maison. Il tremblait si fort que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'ai été vers lui, je l'ai enlacé. L'hélicoptère s'en est allé. Alors nous avons repris le spectacle et lui a de nouveau souri. Quand j'ai quitté Lesbos, en novembre 2015, je savais que j'y retournerais.
Et effectivement, j'y suis retournée en février 2016. Cette fois, la situation était très différente. Et ça ne fait qu'empirer depuis. Le gouvernement grec enfermait tous les réfugiés dans les camps. Et la NATO s'était engagée à stopper l'arrivée des bateaux. Nous autres clowns n'avions pas pu entrer dans les camps malgré tous nos efforts pour obtenir permis laissez-passer, sourire, consentement, autorisation, et malgré toutes les bulles de savon que j'ai pu souffler au visage des policiers et sentinelles plantés sur l'île. Les premiers jours étaient rudes. Tous les soirs, avant de me coucher, j'allais me promener au bord de la mer. Et je pensais à toutes ces familles qui, ce même soir, monteraient dans un bateau pour faire la traversée. Je me demandais si c'était moi de l'autre côté. Est-ce que je grimperais dans un bateau surpeuplé, gonflable? Est-ce que je mettrais ma vie en danger dans l'espoir d'une meilleure? Puis les choses se sont améliorées. On a réussi à jouer par-ci, par-là, sur le bord de la route, sur le bord de la mer où les gens attendaient les bateaux qui les prendraient à Athènes. Et un jour, j'ai rencontré une petite fille de 6 ans. Elle venait d'arriver sur l'île et elle partait avec ses parents ce même soir à Athènes. Ensemble, on a joué, on a dansé, on a rêvé, on a perdu tout sens du temps et de l'espace. C'était magique. Puis, à un moment, elle s'est retournée en direction de ses parents. Elle leur a fait signe de la main. « Au revoir !» Et elle est venue avec moi, comme ça. Après un moment, c'était moi qui ai paniqué parce que je ne savais pas où étaient ses parents et toutes les deux, on s'est mises à leur recherche. Mais qu'une fille de 6 ans décide de quitter ses parents pour un clown, ça veut dire le monde pour moi. Ne veut-on pas tous être heureux malgré tout? Un autre soir, nous étions dans un restaurant grec traditionnel où nous avions nos habitudes. Il était tenu par 2 frères jumeaux au cœur grand. Et ce soir-là, une famille de réfugiés syriens est arrivée. Puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. L'un des patrons m'a demandé de traduire la case en arabe. Je me suis exécutée avec joie. En allant de famille en famille, je traduisais le menu. Et petit à petit, les tables se sont recouvertes de grandes assiettes pleines de nourriture abondante et chaleureuse. Les visages fatigués et anxieux se sont détendus et les bouches se sont déliées. Nous autres, clowns,
On a pris qui un instrument de musique, qui un nez rouge, qui un jouet, et tous ensemble au milieu des tables, on a joué, dansé, chanté et rassemblé toutes ces personnes qui normalement n'auraient dû jamais se rencontrer. Le restaurant a fini par se vider et on s'est retrouvés entre nous, l'équipe du restaurant, l'équipe des clowns et les Syriens. On communiquait comme on pouvait, en arabe, en anglais, en grec même, en rire. Et petit à petit, on s'est rapprochés les uns des autres. On a même pu jouer avec un de leurs fils, Omar, qui, quelques heures plus tôt, trempé dans les bras de sa mère, essayait de ne pas mourir noyé dans un bateau en caoutchouc surpeuplé. Et pourtant, Omar était très serein, très curieux de tout, très énergétique, à remuer ses petites jambes dans sa combinaison très grande pour lui, mais sèche quand même. Omar nous a même offert quelques grands sourires, de ces sourires tellement beaux, tellement drôles que ton cœur s'ouvre tout seul, que tu le veuilles ou pas. Omar avait 3 mois et Omar allait bien. Eh oui, Omar allait bien. Omar est l'Européen de demain, n'en déplaise à tous ceux qui lui ferment leurs bras. Quand les parents ont voulu payer l'addition, le patron a refusé. Tout n'est pas perdu dans ce monde complexe. Tout n'est pas perdu. Merci. Alors que le public du Palais de la Culture de Trècheville ovationne encore la représentante du Liban, nous allons à présent découvrir l'histoire d'Orti, une histoire incroyable et pleine d'enseignements que nous conte Moussoki Mitchoum Kevin du Congo-Brazzaville. Lodi kila kundu kanaza bikisalu nazonza vutu zonza yekabi mpoyela mame oh 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 nani tela mio. Bonsoir. Bonsoir. Moi je viens d'un village et dans le village d'où je viens on a besoin de la participation du public. À chaque fois que je vais dire Susukuluwo, vous allez tout simplement répondre wow. Est-ce qu'on peut essayer? Susukuluwo! On va encore essayer. Susukuluwo! Dans le village d'où je viens, il pleut abondamment et pratiquement tous les jours. Mais quand j'arrive chez vous, je constate que le ciel est bleu. Alors que moi, pour vous raconter mon histoire, je dois vous la raconter juste après la pluie. Car on dit, après la pluie, vient le beau temps. Alors vous allez faire comme moi. Ouvrez la paume de votre main gauche et prendre l'index de la main droite et comme ceci. Merci. 2 doigts. Très bien. 3 doigts. Ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? 4 doigts. Toutes celles et ceux qui sont encore à la rivière, à la forêt, à la chasse, commencent à rentrer au village. 5 doigts. C'est une grande pluie. Susukuluwo! Susukuluwo! C'est l'histoire d'une femme très très belle. Elle était belle. Aucune femme du village ne pouvait se comparer à sa beauté. Elle avait des yeux qui rayonnaient comme le soleil. Ses yeux pouvaient même éclairer une salle en pleine obscurité. Ses dents étaient d'une blancheur incomparable. Quand elle souriait, les malades guérissaient.
Susukuluwo! Susukuluwo! Et sa peau était lisse et bien raffinée. Les papillons venaient s'y reposer après avoir bituné de gauche à droite. Et sa démarche, elle avait une démarche wobbleuse. Quand elle marchait, ça faisait na wobo, ah, ah woblo, wobo, ah, ah woblo, wobo, ah, ah woblo, wobo, ah, ah woblo. Les arbres se penchaient pour l'admirer. Et les animaux enviaient sa démarche. Wobo, ah, ah woblo, wobo, ah, ah woblo, wobo, ah, ah woblo, wobo, ah, ah woblo. Elle, c'est Horty. Horty, c'est une femme très belle, mais seulement, elle avait un problème, elle ne voulait pas se marier. Tous les jeunes garçons du village en âge de se marier, et ceux des villages voisins sont venus demander sa main en mariage, mais elle disait jamais. Elle refusait de se marier. Elle n'avait qu'une seule parole, d'abord profiter de sa jeunesse et de sa beauté. Mais on dit dans le village que la femme est comme une fleur. Si on ne prend pas soin d'elle, elle fane et elle perd sa splendeur. On dit aussi qu'une femme sans amour, c'est comme une fleur sans soleil. Les années passent. Plus elle grandissait, plus elle perdait sa beauté. Un matin, pas comme les autres. Un matin, elle s'est réveillée. Elle a pris sa calebasse et elle est partie à la rivière pour prendre de l'eau. Elle a marché. Un peu plus loin, là, elle croise un homme. Un homme pas comme les autres. Il était beau et irrésistible. Je vous épargne les détails de sa beauté. Mais comprenez qu'il était beau et irrésistible. Et il s'appelait Samba. Ils se sont regardés les yeux dans les yeux et ils se sont dit « Je t'aime ». Ils sont repartis au village. Le mariage est célébré. 2 jours de fête. Il y avait à manger et à boire pour tout le monde. Pendant ce temps, les mariés étaient dans une case fermée à double tour. Ce qui se faisait là, mon histoire ne le dit pas. Ils étaient heureux et ils vivaient en paix. Quelques mois plus tard, Samba tombe malade. Horty consulte les médecins, les docteurs, les tradithérapeutes, les marabouts, les guérisseurs pour sauver la vie de son mari. Mais hélas, aucun remède n'est parvenu à guérir Samba et Samba va mourir. Horty est triste et bien malheureuse. Elle était inconsolable. Elle voulait vivre près de son mari, près de son cadavre. Elle ne voulait pas l'enterrer. Mais on dit dans le village, quelle que soit la beauté d'un cadavre, on finit toujours par l'enterrer. Mais ce n'est pas le cas pour Horty. Elle voulait vivre près de son cadavre. Quelques semaines plus tard, le corps commence à se décomposer et à sentir mauvais. Les gens du village, ne pouvant pas supporter longtemps ce spectacle et cette odeur, demandèrent donc à Horty d'enterrer son mari ou au cas contraire de quitter le village. Horty n'avait pas d'autre choix que de quitter le village avec les restes pourris de son mari. Tard dans la nuit, elle est partie. Arrivée dans une forêt obscure, là, elle aperçoit une lumière. Elle avance. C'est une case. Elle rentre, puis elle recommence ses pleurs. Elle pleure, elle a tellement pleuré qu'il y eut un vent bizarre. Le vent a tellement soufflé qu'un être bizarre est apparu. Il avait des cheveux partout. On ne pouvait pas voir ses yeux ni ses oreilles. C'était le génie de la forêt. Le génie dit à la femme, « Femme, ne pleurez pas. » Le génie pique le doigt de la femme avec ses ongles. Une goutte de sang tombe là, juste sur le cadavre pourri. Un instant après, on a pu voir les orteils et les doigts bouger. Le génie avait disparu. La femme était tellement heureuse de retrouver son mari, mais hélas, sa joie n'était que de courte durée.
Pendant ce temps, l'homme avait remarqué qu'il avait rajeuni, qu'il était beau, il était élégant, il était fort. Sa femme avait vieilli à ses yeux. Elle avait des joues rabougries et ratatinées. Le lendemain matin, Horty est allé à la rivière, à la forêt, et pour chercher de quoi nourrir. Samba s'est enfui derrière elle. Au retour, elle constate que son mari n'était plus là. Elle décide d'aller à sa recherche. Elle est parvenue à retrouver ses traces, puis lui dit: « Cher Samba, tu as oublié la souffrance que j'ai endurée à cause de toi? J'ai été chassée du village à cause de toi. Je suis restée près de ton cadavre. Et aujourd'hui, tu me remercies en la monnaie du singe? Quelle ingratitude! » On dit dans le village que l'ingratitude est comme une rose qui pique celui qui la cultive. Mais Samba, dans l'orgueil, dit à sa femme: « Femme, c'est à cause de ta goutte de sang qui m'a ramené en vie que tu me parles ainsi. Je vais te la rendre, ta goutte de sang. » Samba cueille une épine, pique son doigt, une goutte de sang tombe là, juste sur le sable. Et quelques instants après, le corps de l'homme commence à se dégonfler, dégonfler et se transforme en poussière. Un petit vent a soufflé. Cette poussière est tombée dans une mare d'eau qui n'était pas loin. Et cette poussière s'est transformée en larve. Et bientôt, en une nuée de moustiques. Ces moustiques viennent bourdonner à l'oreille de Horty pour dire: « S'il te plaît, redonne-moi ta goutte de sang qui va me ramener à la vie. S'il te plaît, redonne-moi ta goutte de sang qui va me ramener à la vie. » Horty de dire: « Fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat. » En ce temps-là, les humains pouvaient comprendre le langage des insectes et les insectes pouvaient comprendre le langage des humains. Mais aujourd'hui, avec nos préoccupations quotidiennes, nous ne faisons plus attention à ce que les moustiques nous disent. Mais sans le savoir, nous faisons ce geste: fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat, fous le camp, pauvre ingrat. Regardez le public en pleine communion, toujours avec le représentant du Congo, une immersion à présent dans la pure tradition québécoise avec la poire de l'Est qui va devenir, vous allez le voir, la poire de l'espoir avec Benoît Davidson du Canada. Par le 10e du mois, ce dernier reçut un message lui disant à peu près cela. Cher Josépha, sachez que vous ne l'ayez jamais su, mais cette terre ne vous appartient plus. En d'autres termes, elle a été vendue. Vous n'avez plus d'affaires là. On vous souhaite le moins de maladies possible dans votre famille, la meilleure école possible et tout ce que tu voudras, signé le ministère de l'au-delà. À l'an 2033, Josépha l'Espérance, durant des oies blanches, pouvait plus chasser l'oie. Il n'y en avait plus d'oie. Il n'y avait même plus le droit de chasser. Les oies étaient plus blanches. Les oies étaient rendues grises. C'était des zones grises. À l'an 2033, les dérangements climatiques se faisaient graves. Et les pluies acides, chers amis. Les pluies étaient tant et tellement acides que le mauvais temps allait en développer une assiduité. Et par un dimanche après-midi, Josépha a reçu un télégramme de sa grand-mère. Un télégramme mère qui est arrivé par pigeon voyageur. Le texto de l'époque. Et le pigeon a pondu un message dans la main de Josépha qui disait à peu près cela. Cher Josépha, ici ta grand-mère Joséphine a la peau fine. À la peau fine. À la peau fine. Je t'écris en direct de mon village natal. De mon village. Viens me rejoindre dans l'Ouest
où est-ce qu'il pleut tout le temps, il faut trouver une solution pour faire cesser les pluies à « Je t'embrasse, mon petit cornichon ». Josépha remballe le message dans son baluchon, il prend son dos de banjo, part dans l'ouest, où est-ce qu'il pleut tout le temps, chez Joséphine à la peau. Josépha, t'as reçu mon message. On a à tout prix besoin de toi pour trouver une solution pour faire cesser les pluies. Sur ton chemin, tu devras respecter 4 accords tout le long de ta quête. Sois toujours dans la parole impeccable. Ne prends rien de personnel. Ne fais pas de suppositions. Et surtout, fais de ton mieux. Compris, grand-maman, compris. Mais comment vous voulez que je retourne dans l'Est? J'ai pris le dernier avion. À l'an 2033, nous avions même plus le temps de prendre l'avion. Il n'y en a plus. Il dit, comment je vais retourner dans l'Est? Joséphine dit, je vais te prêter mon âne. Mon âne, c'est un âne magique. Il va te mener du point A au point G. Josépha dit, le point G? Que voulez-vous dire, grand-maman? Côte d'Ivoire, ils connaissent? Elle dit, il s'appelle Rémi. Rémi. Quand il galope, Josépha, il y a des notes de musique qui sortent par les oreilles. C'est un conte. Josépha, il a écouté sa grand-mère, il a regardé Rémi, il a pris son dos de banjo, il a embarqué sur Rémi. Fallait qu'il mette le pied au sol s'il voulait traverser le country. Josépha en Alberta. Oh, ça bituminait le bitumineux, des gaz de shit et des pipelines. Oh, swing la mandoline, oh, swing la mandoline, Manitoba, Saskatchewan. Oh, swingez là, la chaîne des provinces, la chaîne des dames, la chaîne messieurs. Oh, swingez là. Dans le nord de l'Ontario, il y a des Ontariens qui rentrent et puis qui rentrent. Il y a des Ontariens qui rentrent et qu'on est ben. Et épinette noire. C'est long, le nord de l'Ontario. Épinette noire. Épinette noire. Bon. Ils ont traversé les frontières de l'Ontario. Ils sont arrivés au Québec. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Il neige. De Grand Lac et de rivière jusqu'au fleuve Saint-Laurent en se dirigeant vers l'est. Et en arrivant dans l'est, ils ont vu une pancarte « Bienvenue dans la région touristique du point G ». C'était la Gaspésie. C'est l'est du pays, ça. Et il y avait là un sage dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent, un sage provenant de l'Est qu'on appelait Monsieur la Sagesse. Josépha, tu viens me voir. Je peux t'aider à trouver une solution pour faire cesser les pluies. Si tu réponds à mon énigme, je vais te dire comment faire. Même en marchant vers lui, on ne peut l'atteindre. Qui suis-je? L'horizon. Bonne réponse, Josépha. Maintenant, tu devras te rendre jusqu'à Percé. Persévérer? Non, Percé, le petit village avec un petit trou dans le caillou. Tu iras voir Jean-Guy Poirier, le fruit de la solution. Il te dira quoi faire. Josépha a pris son dos de banjo, embarqué sur Rémi.
fallait qu'ils mettent le pied haut. S'ils voulaient se rendre chez Jean-Guy... Ils ont passé ça 132. Oh, 132, S132, Ouest à Gaspé, Gaspeg. Le bout du monde. Là, on est dit, gaz pas chaud, hein, Josepha. Il dit, on n'est pas en Espagne, mais gaz pas chaud pareil. Saint-Georges-de-Malbaie et la Grande Côte de Percé. Rien que sur une gosse, sont arrivés chez Jean-Guy Poirier, le fruit de la Solue. Arrive chez Jean-Guy, cogne à la porte. Jean-Guy, ouh, la porte. Josepha l'Espérance, tu viens me voir. Vous me connaissez, Monsieur Poirier? Il dit non, mais moi je connais ta grand-mère, Joséphine à la peau. Laisse-moi te dire qu'on se branlait le sapin. Les soirs d'hiver, Josepha, il dit, what's happened? What's happened? Il dit, trêve de plaisanterie, là, Monsieur Poirier. Je suis ici pour venir chercher le fruit de la Solue. Ça n'a pas pris 2 temps, 3 mouvements. Jean-Guy a pris Josepha et l'a amené à son jardin secret. Rendu au jardin, Jean-Guy dit, Josepha, regarde, tu vois au bout du tronc du rameau de l'aramille, il y a là une poire qui brille. Cette poire, on l'appelle la poire de l'Est. Illuminante, verdoyante, phosphorescente. Un fruit en voie de Solue. Prends cette poire de l'Est et rapporte-la à ta grand-mère et elle saura quoi faire avec. Josepha a pris la poire, l'a mis dans son baluchon, a pris son dos de banjo, a embarqué sur Rémi, fallait qu'il mette le pied haut. S'il voulait se rendre chez mamie, il galopait là, non? Hey! Il a passé par le Nouveau-Brunswick, les Acadiens, par le Québec, par l'Ontario, la chaîne des provinces, la chaîne des dames, la chaîne des provinces, la chaîne des messieurs. Manitoba, Swing, Saskatchewan. Oh, c'est gros le Canada, hey! Et en Alberta, ça bituminait encore, le bitumineux. Et aux Rocheuses, au pied des Rocheuses, en amont, l'âne, il voulait grimper. Les Rocheuses militaient, il soufflait, il dit... Et il est descendu rien que sur une gosse. Mais dans cette histoire-là, c'est le fun. Aller-retour, il n'y avait pas besoin de gaz, il y avait l'essentiel. Josepha revient chez Joséphine à la peau. Et Joséphine dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as rapporté dans ton baluchon? Chut. Joséphine prend la poire, elle dit, Josepha, elle tourne la poire. Tu as rapporté la poire de l'Est au village. Tu as rapporté l'espoir. Joséphine, elle s'est mise à manger la poire. Elle a craché le pépin dans sa main. Et Josepha a été ensemencer le pépin de la poire. Et au bout de 2 semaines, il y a un tournesol qui a poussé là. Et on dit que le soleil est revenu à jamais dans le village natal de Joséphine à la peau. Et Côte d'Ivoire, terre d'espérance. Eh bien, grâce à Josepha l'Espérance, il nous reste un gros grain d'espoir pour sauver notre belle planète Terre.
Abracacadi, abracanada, abra québécois, nous voici, nous voilà. À quoi bas, mon histoire est finie. Merci. La Porte de l'Est ovationnée par le public du Palais de la Culture de Trècheville. Tout à l'heure, nous irons en Afrique, nous retournons en Afrique avec la vallée du Dinker, une histoire que va nous conter Moussa Doumbouya de la Guinée. Voilà, la vallée du Dinker, le balafon et la calebasse vont nous transporter dans la pure tradition africaine. Je ne peux pas la faire seule. Voulez-vous m'aider à le réveiller, s'il vous plaît? C'est très simple. Quand je dis Mazapoulou, vous répondez Ao. Vous êtes d'accord? Hein? Allez, on essaie. Mazapoulou. Ao. Mazapoulou. Ao. Mazapoulou. Ao. Ah, le Fouta Diallo. Une région montagneuse située en Guinée. Il y a longtemps, très longtemps, au temps où les animaux parlaient, il existait dans la vallée un petit village au milieu d'une grande forêt. Et dans ce petit village vivait un jeune garçon du nom de Djigui. Malgré son jeune âge, Djigui était un véritable explorateur. Et la vallée n'avait pas de secret pour lui. Il maîtrisait les moindres coins de la vallée, les lianes que les singes utilisaient pour se déplacer, les grottes dans lesquelles les chimpanzés s'appelaient, les falaises sur lesquelles les lions se battaient. Et il était le seul à pouvoir parler aux animaux. Oui, il comprenait le langage des arbres, des herbes, des feuilles, des racines, des fleurs. À chaque découverte d'un nouvel endroit, il plantait un arbre pour marquer son passage. Il soignait les animaux malades qu'il croisait à l'aide de racines, de feuilles ou d'écorces. Mais il prenait particulièrement soin d'un arbre, car il était conscient de son importance pour la vallée. Mazapoulou! Mazapoulou! Il faut le garder éveillé. Au milieu de cette grande forêt se dressait majestueusement un arbre, le couratier de Dinka. C'était le prince des arbres. Il était unique en son genre, et ses fruits étaient plus délicieux que tous les fruits connus de la terre. Il assurait une alimentation complète, mettant à l'abri des carences, des excès, de la maladie et même de la vieillesse. Le couratier, en plus d'offrir un fruit si délicieux, si nourrissant, était aussi un arbre magique qui se parait d'objets mystérieux venus de nulle part. Et cet arbre mystérieux avait le pouvoir de faire tomber la pluie, grâce à quoi les récoltes étaient bonnes, grâce à quoi les rivières et les fleuves ne tarissaient jamais, grâce à quoi la population de Dinka ne manquait jamais de poissons. C'était le symbole même de la prospérité de Dinka. D'une de ses randonnées, Djigui trouva des étrangers dans son village. Ils étaient venus avec de grosses machines, des machines géantes qui pouvaient faire la taille de 5 personnes. Et évidemment, ces machines impressionnaient tous les villageois. Alors qu'ils se posaient la question sur la présence de ces étrangers avec ces machines, le chef de village l'interpella. « Oh, enfin tu es là, Djigui. Approche que je te présente un nos bienfaiteurs. » Nos bienfaiteurs, ces étrangers que nul ne connaît. Ces gens que tu traites d'étrangers ont découvert la présence d'un trésor dans notre forêt. Sauf votre respect, chef. Mais je ne crois pas qu'il y ait plus grand trésor que notre forêt elle-même. Je sais que notre forêt en elle-même est un trésor, mais on pourrait gagner beaucoup plus. Et vouloir gagner plus a toujours des conséquences. Et elles ne sont pas toujours bonnes. Le chef des étrangers s'approcha du chef pour lui demander qui était ce gamin qui osait contredire ses décisions devant son peuple. Le chef lui expliqua combien de fois Djigui est important pour le village. Et l'étranger de lui dire « Est-ce une raison suffisante pour qu'il s'oppose à votre décision devant votre peuple ?» Oh bah, je crois que finalement... c'est avec lui qu'on devrait négocier alors. Et
le chef, imbu d'autorité et d'orgueil comme un gros malégué de chez moi, se leva d'un seul coup, avec un ton autoritaire. Cher peuple, ma décision est prise pour avoir plus de richesses qui vont nous permettre de moderniser notre petit village. Je vais autoriser nos bienfaiteurs de trouver le trésor enfoui dans notre forêt. Je vous prie, chef, de ne pas commettre cette erreur. Ma décision est prise. Demain, dès l'aube. Alors, cher peuple, vous savez tous que cette forêt est le symbole même de la prospérité de notre village. Si on la détruit, on aurait poignardé notre village en plein cœur. Et Dinkan disparaîtra pour toujours. Tu oses me contredire, Digi? Je sais que ton père a beaucoup fait pour ce village. Et toi-même, malgré ton jeune âge, tu continues ses œuvres. Mais sache que cette place de privilégié qu'on t'accorde dans ce village, parce que tu es le seul à pouvoir parler aux animaux et aux arbres, ne peut continuer indéfiniment. Et tu sais que beaucoup de villages sont jaloux de notre prospérité et cherchent à nous attaquer pour nous annexer. Faut-il rester les bras croisés et attendre ce jour? Non, je crois que non. Alors, est-ce que vous voulez tous profiter des bienfaits de ce village? Hein? Est-ce que vous voulez tous profiter des bienfaits de ce village? Alors, chef, accordez-moi juste 3 jours pour vous prouver le contraire. Quel miracle pourras-tu nous imaginer en 3 jours? Je ne sais pas, chef, mais si vous êtes sûr que votre décision est la bonne, je ne vois pas pourquoi vous me refuserez ces 3 jours. Le chef regarda les étrangers qui lui firent signe d'un geste d'accepter le défi lancé par Guigui. Et sans tarder, Guigui se mit à courir. Et Allah, on l'a laissé dormir. Mazapoulou! 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 Il courut plus vite qu'un cheval. Il courut même plus vite qu'un léopard. Il courut plus vite que l'éclair. Il courut même plus vite que... Mazaplou, il alla s'arrêter sous le couratier, essoufflé. Mon cher ami, l'heure est grave. Mon village va être détruit. La forêt avec, et peut-être que toi-même tu disparaîtras. Calme-toi, jeune explorateur. Cette forêt ne sera jamais détruite, sauf si tu le veux. Jamais je ne laisserai cette forêt être détruite. J'en ai fait la promesse à mon défunt père. Tous tes sacrifices pour sauver ton village, je décide de me sacrifier. Non, je ne veux pas te perdre. Si je suis venu te voir, c'est parce que je ne pourrais pas le faire seul. Alors tu le feras. Tu sauveras ton village, la forêt, et tu me sauveras. Cueille une de mes branches que tu brandiras tout haut une fois arrivé au village. Ensuite, prends un de mes fruits. Désolé, mon cher ami, mais j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'appétit ces derniers temps. Non, tu ne mangeras pas le fruit, mais la graine te servira un jour. Digui coupa une branche du couratier. Ensuite, il prit un de fruit et courut plus vite que l'éclair. Il courut plus vite que la lumière et arriva au village. Il sortit cette branche du couratier et la brandit tout haut. Et d'un seul coup, il se mit à tourner. À tourner. Et avec lui, tout le monde se mit à tourner. À tourner, tel un cyclone géant avant d'être projeté dans un endroit qui leur paraissait familier, mais étrange. Un endroit aride, avec une fumée noire qui étranglait le ciel. Oui, c'était bien la vallée de Dinkan, mais dans un futur proche. Comme dans un cauchemar, ils se levèrent, l'air perdu. Pas un seul arbre,
Les rivières et les fleuves avaient tari. Pas une goutte de pluie ne tombait. Les animaux hurlaient. Les hommes pleuraient. Tous erraient tels des âmes en peine. Sous ce ciel de fumée noire, sur cette terre craquelée par la chaleur et le soleil, à la recherche d'eau et de nourriture. Cet endroit n'avait plus rien à voir avec l'Éden d'antan, où on mangeait, buvait et dormait tranquillement. Pendant ce temps, les machines continuaient à couper les arbres, à creuser. Le chef, pris de peur, supplia Djigui de les ramener en arrière et informa le chef des étrangers qu'il n'acceptait plus leur proposition. Mais ce dernier répliqua que cela était impossible et que leur projet allait se réaliser avec ou sans son accord. Il donna l'ordre à son équipe d'attraper Djigui. La population s'interposa, mais à leur grande surprise, les étrangers sortirent leurs armes automatiques qui, comme des dragons, crachaient le feu. Tout le monde fut maîtrisé. Même le chef de village. On fouilla Djigui. On ne trouva que le fruit du couratier. Les étrangers mangèrent ce fruit dans l'espoir que ça allait les ramener en arrière. Ensuite, ils se placèrent dans un endroit dans le village, loin de la population, en levant les bras haut vers le ciel, attendant le miracle. Mais rien ne se passait. Pendant ce temps, Djigui continuait à réfléchir. Il cherchait son ami le couratier, mais à la place de ce bel arbre, il ne restait que des troncs secs découpés en plusieurs morceaux. Mais il se rappela de cette phrase du couratier. Le fruit, tu ne vas pas le manger, mais la graine te servira un. Alors, il prit la graine jetée par les étrangers et l'enfouit à la place du couratier. Et d'un seul coup, le bel arbre commença à pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Il devint plus beau que jamais. Oh, mon cher ami, j'ai dû dormir longtemps. Vite, mon cher ami, vite! Les étrangers vont nous tuer! Calme-toi, Djigui. Attrape une branche, allez, grimpe! Djigui attrapa une branche et grimpa le couratier. Et d'un seul coup, l'arbre se déterra. Cha! Cha! Et se mit à tourner, cueillant un à un les villageois. Et pendant ce temps, Djigui criait dans les branches. Vite, mon cher ami, vite! Les étrangers vont monter! Et l'arbre qui répondait. Non, calme-toi, mon cher ami. Seuls les amis de la nature pourront grimper. Tous les ennemis de la nature seront trompés par mon tronc. Alors il continuait à tourner, et à voyager dans le temps. Et dans les branches du couratier, on pouvait entendre des bruits de ce genre. Allez, ici on fait. Et ici ça faisait. Allez, nous sommes toujours au Palais de la Culture de Trècheville dans le cadre de la finale du conte et des conteurs, dans le cadre des 8e Jeux de la francophonie. Un public très enchanté, je vous le disais tout à l'heure, des histoires très relevées. Nous continuons notre chevauchée dans les cultures. Dernier passage avec Najwa Darwish de la France, Paradis perdu. À quoi on rêve quand on a 13 ans? Vous vous souvenez, vous, à quoi vous rêviez? Ce matin-là, il est assis sur un bout de trottoir. Il a faim. Et il regarde défiler devant lui les pieds des passants. Mais tout à coup, 2 pieds s'arrêtent dans 2 belles chaussures en cuir. C'est un vieillard. Manteau blanc, barbe blanche. Le vieillard se penche sur lui. Ça fait un moment que je t'observe. Lève-toi, suis-moi, j'ai un travail pour toi. Ulysse le suit. Il le suit jusqu'à une grande maison blanche. Je vis ici, dit le vieillard, avec 10 vieillards comme moi, 10 compagnons. Toi, tu t'occuperas de nous. Tu nous feras à manger.
Pour tout ça, comme contrepartie, tu seras nourri, logé et tu ne manqueras de rien. Par contre, il y a une condition. Quoi qu'il se passe dans cette maison, quoi que tu vois, ne pose pas de questions. Sinon, tu devras partir. Ce travail tombait du ciel. Alors Ulysse a accepté sur le champ. Le vieillard l'a pris par la main et il l'a emmené de l'autre côté de la rue, chez une voisine, une petite femme toute en rondeur, qui passait son temps à chanter. Quand elle cuisinait, elle chantait. Quand elle allait au marché, elle chantait. Ulysse la suivait partout et il apprenait. Quand il a été prêt, il est rentré chez les vieillards. Et là, il a préparé son premier repas. Bon, le premier soir, il était un peu inquiet. Alors, il a préparé beaucoup de choses. Du choukouya de mouton, du poulet braisé, du riz, des légumes. La table débordait de plats. Les 11 vieillards sont arrivés. Tous manteau blanc, barbe blanche. Ils ont salué Ulysse et puis ils se sont installés autour de la table. Ils ont commencé à manger. Ils se sont régalés. Plus ils mangeaient et plus Ulysse, lui, se sentait rassuré. À la fin du repas, les 11 vieillards se sont levés. Et puis ils sont partis s'installer dans la cour intérieure, près de la fontaine. Et là, chacun de son côté, les yeux rivés sur le sol, en silence, ils se sont mis à pleurer. Les vieillards pleuraient et Ulysse observait de loin. Il était comme pétrifié. C'était la première fois qu'il voyait des vieillards pleurer. Il ne savait pas quoi faire. Alors, sans faire de bruit, il s'est retiré dans sa chambre. Il n'est ressorti que le lendemain. Et les vieillards étaient là, debout, chacun vaquait à ses occupations comme si de rien n'était. Seulement, le soir, après le repas, les 11 vieillards se sont levés, ils se sont dirigés près de la fontaine et là, chacun de son côté, ils se sont remis à pleurer. Ulysse était complètement perdu. Et puis surtout, il avait une seule et unique question qui tournait dans sa tête. Seulement, il n'avait pas le droit de la poser. Alors il a tenté de l'oublier. Il l'a enfoui tout au fond de lui. Et puis le temps a passé. Les jours, les semaines, les mois, les années. Et petit à petit, les vieillards commençaient à mourir. Les vieillards mouraient et au bout de 10 ans, il n'en restait plus qu'un. Ulysse était inquiet. S'il mourait, qui répondrait à sa question? Il est allé le voir et il l'a supplié. Le vieillard est resté muet. Alors Ulysse a insisté. Il a insisté jusqu'au moment où le vieillard a levé la main et il a montré une vieille armoire au fond de la chambre. Derrière, il y a une porte. Si tu l'ouvres, tu auras ta réponse, mais crois-moi, tu vas le regretter toute ta vie. L'homme est curieux. Et Ulysse ne faisait pas exception. Dès que le vieillard est mort, il a poussé l'armoire et il a ouvert la porte. De l'autre côté, 3 marches, un long couloir et tout au bout, une petite lumière. Il y est allé. Il a marché jusqu'au bout du couloir. Et il est arrivé sur une plage. La mer à perte de vue et dans le ciel, un aigle. Des ailes immenses. L'aigle a attrapé Ulysse, l'a soulevé du sol. Ulysse avait l'impression de rêver. Il était en train de survoler la mer. Il voyait la mer qui défilait sous ses pieds. L'aigle l'a déposé sur une île, au milieu de la jungle. Et puis l'aigle est reparti. Des arbres partout. Mais il a entendu un rire. Le rire d'une femme. Ça faisait si longtemps qu'il n'avait pas entendu quelqu'un rire. Et puis, le rire
a gonflé. Le rire s'est étendu. Le rire s'est mis à courir sur les branches des arbres. Le rire l'a attrapé, alors lui, il l'a suivi. Il l'a suivi jusqu'à une cascade. Il a traversé la cascade et là, il est arrivé dans une ville. Il y avait des gens qui se promenaient, mais tout de suite, il l'a vue. Une femme magnifique, robe blanche, fleurs rouges dans les cheveux. Elle jouait avec des enfants, c'est elle qui riait. Elle, dès qu'elle a senti sa présence, elle s'est levée. Elle s'est approchée de lui, elle lui a fait un grand sourire. Toi, tu viens d'arriver. Alors ce soir, tu me feras l'honneur et le plaisir de venir manger chez moi. Il n'a pas eu le temps de répondre. Elle l'a pris par la main, elle lui a donné un panier et ils sont partis au marché. C'était la saison des tomates. Alors, tout d'abord, elle a choisi 3 belles tomates. Elle a regardé le vendeur et elle lui a dit « C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux », 3 fois. Elle a pris les tomates, elle les a mis dans le panier. Un peu plus loin, elle a choisi 2 beaux poissons. Elle a regardé le poissonnier, elle lui a dit « C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux », 5 fois. Elle a mis les poissons dans le panier, elle s'apprêtait à partir, mais Ulysse l'a arrêtée. « Tu ne payes jamais ?» Comment ça, dit la femme? Bien sûr que si, les poissons coûtaient 5, c'est merveilleux, j'ai dit 5, c'est merveilleux. Comment ça, dit Ulysse, mais où est l'argent? Je n'ai pas vu d'argent. Là, la femme a souri. Dans cette ville, il n'y a pas d'argent, il n'y en a pas besoin. Dans cette ville, tout s'achète et tout se vend en disant des c'est merveilleux. Attends, dit Ulysse, mais tout le monde a le droit de faire ça? Moi qui viens d'arriver, moi qui suis un étranger ici, moi aussi j'ai le droit de faire ça? Bien sûr, lui dit la femme, tout le monde a le droit. Mais il faut respecter une règle. Dans cette ville, on n'achète que ce dont on a besoin, ni plus ni moins. Par exemple, tu as besoin de 2 mangues, tu achètes 2 mangues. Tu n'en prends pas 3 car il faut en laisser pour les autres. Si tu suis cette règle, tu pourras rester ici autant de temps que tu le voudras. Et tu verras, sans argent, la vie est beaucoup plus simple. Ce soir-là, tous les deux, ils ont parlé longtemps. Elle avait des tonnes de questions à lui poser. Elle disait, tu sais, un étranger, c'est comme une fenêtre ouverte sur le monde. Alors raconte-moi. Il a raconté son pays, son enfance. Elle, de temps en temps, elle plissait les yeux et elle éclatait de rire. Et lui, à chaque fois qu'il entendait rire, il sentait son cœur qui battait un peu plus fort. Il s'est installé juste à côté. Et chaque matin, il retrouvait sa voisine. Elle avait tellement de choses à lui montrer, et puis lui, il avait tellement de choses à découvrir. Les jours passés, ils ne se quittaient plus. Un matin, dans un champ d'orangers, leurs mains se sont effleurées. Lui, il a levé les yeux. Elle a rougi et elle l'a tiré dans ses bras. Alors, ils ont fait l'amour dans l'herbe. En fait, ils ont fait l'amour un peu partout. En tout cas, partout où c'était possible. Et à force de faire l'amour, ils ont eu 3 enfants. 2 garçons et une petite fille. Ce matin-là, Ulysse était au marché. Il s'est arrêté devant l'étal du poissonnier parce que devant lui, il y avait un poisson énorme, gigantesque. C'est la première fois qu'il voyait un poisson aussi grand. Et il a demandé combien coûtait le poisson. 50, c'est merveilleux. C'était beaucoup. Mais le poisson était tellement beau, tellement grand. Alors, il a commencé. Vous vous souvenez? C'est merveilleux, 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 50 fois. Le poisson était à lui.
était tellement lourd, tellement gros que pour le porter, il a mis sur sa tête et il est parti chez lui. Enfin, au bout de sa rue, il a appelé sa femme. Elle a poussé la porte. Et quand elle l'a vu avec ce poisson sur la tête, elle s'est effondrée. Mais tu n'avais pas le droit de faire ça. Tu sais bien que dans cette ville, on n'achète que ce dont on a besoin, ni plus ni moins. Avec ce poisson, on pourrait nourrir 10 familles, nous ne sommes que 5 personnes. Tu n'avais pas le droit de faire ça. À peine la femme a-t-elle fini de parler, qu'Ulysse a entendu un bruissement d'ailes. L'aigle était revenu. Il l'a attrapé par les épaules, il l'a soulevé du sol, et ensemble, ils ont traversé la cascade. Ils ont survolé la mer, et l'aigle l'a jeté sur la plage à l'entrée du couloir. Ulysse a regardé un moment la mer, et puis il a tourné les talons. Il a repris le long couloir jusqu'à la chambre des vieillards. Rien n'avait changé, à part la poussière, les araignées. Lui, il avait changé. Ses traits s'étaient creusés. Et puis, une barbe blanche avait poussé. Il a mis un long manteau blanc. Il a traversé toute la maison. Il s'est installé près de la fontaine. Il a regardé l'eau couler. Il a écouté. Et il a entendu le rire de sa femme. Alors, tout doucement, en silence, il s'est mis à pleurer. Merci à vous. Musique, expression corporelle, chant, autant de techniques artistiques révélées par les 5 concurrents de cette finale très relevée, à l'image de la représentante du Liban que nous revoyons à l'image, Sabine Chouker, qui nous présentait les histoires de bateaux gonflables, avec, vous l'avez vu, beaucoup de techniques artistiques qui tout simplement révèlent la haute facture de cette prestation qui nous vient du Liban. Et ensuite, nous sommes allés au Congo-Brazzaville avec Moussoki Mitchum Kevin et avec surtout l'histoire d'Orti dans La légende des moustiques, une légende qui nous a transportés dans la forêt congolaise. Et bien sûr, toujours dans le cadre des prestations, vous le savez, 3 autres prestations ont pu être découverte par les spectateurs du Palais de la Culture, mais aussi par vous, chers téléspectateurs, comme c'est le cas pour le Canada, avec Benoît Davidson et la Poire de l'Est. On l'a vu avec beaucoup de chants, de danse, et surtout une forte adhésion du public à l'histoire, puisqu'une partie justement de l'histoire a tout simplement eu comme écho les applaudissements du public, comme ce fut aussi le cas pour la Guinée. Nous sommes allés dans les hauteurs du Fouta Djallon, transportés par le balafon, mais aussi le son de la calebasse et les danses de Moussa Doumbouya de la Guinée, avec la vallée du Dinker, l'histoire incroyable de Digui, ce valeureux guerrier. Et toujours au Palais de la Culture de Trècheville pour le compte de cette finale du conte, la France avec Najwa Darwish qui nous a présenté Le Paradis perdu avec comme personnage clé Ulysse. Et elle est allée puiser ce personnage dans la mythologie grecque. Et voici, c'est l'heure maintenant de départager ses concurrents. La médaille de bronze. C'est merveilleux, c'est vendu, la France. Pour la médaille d'argent, la Guinée. Pour la médaille d'or, le Congo. Merci. La présidente du jury de cette finale du conte, Geneviève Bounia, épée du Cameroun donc, qui a fini de sacrer le Congo à l'issue de cette finale. Merci d'avoir suivi. Très bonne suite de programme dans ces 8e Jeux de la francophonie.